Les États-Unis pourraient-ils résister à une invasion sur leur sol? Cette question brûle les esprits des Américains depuis le début de la guerre froide en 1945 et continue de le faire encore aujourd'hui. L'armée des États-Unis est actuellement l'une des mieux équipées et avancées sur Terre. Mais serait-elle capable de défendre le pays contre une attaque très sophistiquée et totale? Les États-Unis ont dépensé environ 877 milliards de dollars en 2022 pour la défense. On espère donc certainement que tous ces dollars d'impôts servent à quelque chose d'utile. Alors, à quoi ressemblerait une éventuelle invasion du continent américain? Quels facteurs influenceraient le résultat? Et comment les États-Unis réagiraient-ils? Tout d'abord, les États-Unis ont-ils déjà réellement été envahis? Examinons quelques exemples et voyons quels ont été les résultats. Après avoir réussi à repousser les Britanniques pendant la Révolution américaine, les États-Unis au début des années 1800 étaient en plein essor. Tout allait dans la bonne direction, et le pays grandissait à la fois physiquement et en termes d'esprit national. Il aura fallu une certaine audace pour réaliser l'affaire du siècle, avec l'achat de la Louisiane. 530 millions d'acres pour 15 millions de dollars, soit environ 358 millions de dollars aujourd'hui, c'est toujours une affaire absurde. Des ranchs au Montana valent environ la moitié de 358 millions de dollars. Donc acheter la moitié d'un continent pour ce prix est fou. Quoi qu'il en soit, les tout nouveaux États-Unis d'Amérique pensaient vivre une époque relativement paisible, ayant battu les Britanniques et continuant à s'établir sur la scène mondiale. Cependant, les Britanniques envisageaient d'autres plans. Ils ont attaqué les navires de commerce américains et ont forcé les marins américains capturés à servir dans la Royal Navy. Donc, les États-Unis ont déclaré la guerre à la Grande-Bretagne pour leur honneur. La guerre a duré de 1812 à 1815 et a en fait abouti à l'attaque, à l'incendie et à l'occupation de Washington DC par les Britanniques. Les troupes britanniques ont brûlé une grande partie de la ville, y compris la Maison-Blanche et le Capitole. Le président James Madison et son gouvernement avaient déjà été évacués. Mais cette défaite a tout de même apporté une grande honte à la jeune nation. C'était la seule fois dans l'histoire des États-Unis qu'une armée étrangère avait occupé la capitale de la nation. La paix a finalement été négociée et personne n'a vraiment gagné la guerre. Mais les Américains auront le dernier mot, alors qu'Andrew Jackson et sa force de fermiers des bois, de pirates, de pionniers, d'anciens esclaves et de voyous en tout genre ont vaincu une force britannique expérimentée, coriace et numériquement supérieure en environ 30 minutes lors de la bataille de la Nouvelle-Orléans. L'invasion suivante des États-Unis a eu lieu pendant la guerre américano-mexicaine. La guerre a été déclenchée lorsque les forces mexicaines ont attaqué les soldats américains au Rio Grande. Les forces mexicaines ont envahi Brownsville, au Texas, prétendant récupérer un territoire légitimement mexicain. L'affaire Thornton a incité le président Polk à déclarer la guerre au Mexique. Bien que cette invasion ait été incroyablement brève, la guerre qui en a résulté a vu les troupes américaines conquérir Mexico et prendre le contrôle de parties de la Californie, du Texas, du Nouveau-Mexique, de l'Utah, du Nevada, de l'Arizona et de parties du Colorado, de l'Oklahoma, du Kansas et du Wyoming en conséquence. Le prochain grand conflit sur le sol américain fut la guerre civile, mais nous l'ignorerons car il s'agissait d'une lutte interne aux États-Unis. Plus tard, les États-Unis ont été menacés d'invasion étrangère venue à nouveau de sa frontière sud avec le Mexique. En 1915, alors que la guerre ravageait l'Europe, les États-Unis observaient de loin pendant que le Mexique traversait sa propre révolution. Le gouvernement mexicain, sous Venustiano Carranza, avait secrètement soutenu des raids de bandits à travers la frontière sud des États-Unis qui étaient nés violents et chaotiques. Le président Woodrow Wilson soutenait Carranza et son gouvernement comme moyen de faire cesser les raids. Mais à son insu, Carranza était celui qui soutenait les raids en premier lieu. Alors que les choses se compliquaient et que les États-Unis s'impliquaient davantage au sud de la frontière, un homme nommé Pancho Villa a pris les choses en main. Villa était outré par le soutien des États-Unis à Carranza et a décidé de lancer ses propres raids. Ces raids ont culminé par une attaque sur Columbus, au Nouveau-Mexique en 1916. Villa a mené l'attaque lui-même et la bataille a vu de lourds combats entre les forces de Villa et des éléments du 13e régiment de cavalerie de l'armée américaine. Villa a finalement été repoussé au Mexique, mais cette incursion a déclenché une invasion américaine du Mexique pour capturer Villa. Les États-Unis ont battu les troupes de Villa sans réussir à le capturer. Ceci est connu comme l'expédition Pancho Villa, dirigée par John Blackjack Pershing, qui fut célèbre vers la fin de la Première Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a tenté de persuader le Mexique d'envahir massivement le sud des États-Unis,
risquant une nouvelle invasion du Mexique, si l'Amérique entrait en guerre contre l'Allemagne. En retour, on leur a promis une partie de leur ancien territoire au Texas, au Nouveau-Mexique et en Arizona. Le gouvernement mexicain les a rejetés, mais cette communication a été divulguée et est devenue l'une des principales justifications pour l'entrée en guerre des États-Unis. Ces exemples sont surtout des incidents isolés, pas des invasions massives pour conquérir et contrôler les États-Unis, même si certains pourraient arguer que les Britanniques s'en sont le plus approchés. Durant la Seconde Guerre mondiale, le monde était en guerre, et les États-Unis ont tenté d'éviter une implication directe. Tout a changé le 7 décembre 1941, lorsque les forces maritimes et aériennes de l'Empire du Japon ont lancé une attaque surprise sur Pearl Harbor, à Hawaï, ainsi que des frappes coordonnées sur d'autres forces américaines dans le Pacifique juste après. Aussi dévastatrice que cette attaque ait été, elle ne constituait pas une invasion car les forces japonaises ne cherchaient ni pas à conquérir Hawaï, seulement à infliger autant de dégâts aux forces américaines qu'elles le pouvaient. Cependant, cette attaque a été l'attaque la plus coordonnée, sophistiquée et mortelle sur le sol américain à ce jour, et a servi de tremplin pour l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais ne se sont cependant pas arrêtés là et ont réellement envahi les îles aléoutiennes d'Attu et Kiska. Bien que l'Alaska ne fût pas un État à l'époque, c'était toujours un territoire des États-Unis et donc une invasion. Les forces japonaises ont occupé ces deux îles en juin 1942 et sont restées jusqu'en août 1943. C'était la première fois depuis la guerre de 1812 qu'une armée étrangère avait véritablement envahi le sol américain et le public américain était furieux. Il y avait aussi une peur grandissante que les Japonais lancent une invasion amphibie de la côte ouest des États-Unis, principalement en Californie. Ces craintes étaient principalement infondées, car les Japonais n'avaient pas la main-d'œuvre ou les ressources pour le faire. Donc, les militaires américains et canadiens ont attaqué les îles pour les reconquérir. Les seuls véritables combats ont eu lieu à Attu, car les Japonais avaient secrètement retiré leurs forces de Kiska avant l'attaque alliée. Attu fut une bataille acharnée et sanglante sous un climat épouvantable, où les soldats japonais et alliés se disputaient chaque semaine de terrain. Dos à la mer, le commandant japonais, Yasuyo Yamasaki, a ordonné une charge banzai avec tous ses hommes restants. La charge a pris les Alliés par surprise et a percé jusqu'à leurs unités de l'échelon arrière. Les Américains et les Canadiens se sont revigorés et, par une lutte acharnée, ont éliminé tous les soldats japonais sur l'île, sauf 28. Avec la reprise des îles aléoutiennes par les Alliés, ils ont commencé à mettre la pression sur l'Empire japonais et nous savons tous comment cela s'est terminé. De l'autre côté de la carte, et allié aux Japonais, vous avez l'Allemagne nazie, dont les conquêtes insatiables de l'Europe ont terrifié le monde entier. Le public américain pensait qu'une fois Hitler ayant fini de conquérir l'ancien monde, il tournerait ses vues vers le nouveau monde. Hitler ne considérait pas les Américains comme un ennemi sérieux, affirmant qu'ils manquaient de véritables forces de combat en raison de leur absence de pureté raciale. Je suis sûr qu'il a vécu pour regretter cela lorsque les aviateurs de Tuskegee ont commencé à abattre sa Luftwaffe, tant vantée en grand nombre. Ainsi, même si Hitler ne voyait pas les Américains comme une menace, il aspirait toujours à conquérir le plus de territoire possible. Ses ambitions étaient cependant principalement dans sa tête, car aucun plan concret pour une invasion de l'Amérique n'a jamais abouti. Le haut commandement allemand a reconnu qu'une invasion de cette envergure dépassait leurs capacités et leurs ressources de l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre froide, beaucoup d'Américains craignaient une invasion soviétique des États-Unis. Heureusement, rien ne s'est concrétisé. Cela nous conduit à la situation actuelle, où le monde affronte nouveau un danger. L'Est et l'Ouest sont constamment en désaccord, avec des armées toujours prêtes. Si une puissance étrangère, peut-être la Chine ou la Russie, décidait de lancer une invasion audacieuse du territoire américain, elle devrait être hautement sophistiquée, coordonnée et se déplacer à une vitesse terrifiante. C'est la seule manière possible, requérant une parfaite synchronicité entre toutes les pièces. Mais en guerre, les choses se passent rarement comme prévu. Comment se présenterait une éventuelle invasion ? C'est la question que se posent les généraux du Pentagone. Et même eux ne peuvent pas dire avec une certitude absolue comment les choses se passeraient. Néanmoins, le consensus, c'est qu'il s'agirait d'une attaque combinée avec l'essentiel de l'invasion, se faisant sous la forme d'un débarquement amphibie. Vu la puissance aérienne et maritime des États-Unis, les ennemis doivent contrôler le champ de bataille pour espérer que cela se passe bien. Un exemple pertinent peut être vu dans l'invasion de la Normandie, où les Alliés ont réussi à sécuriser la supériorité aérienne et navale, leur donnant l'avantage nécessaire pour repousser les Allemands. De plus, toutes les campagnes insulaires américaines dans le théâtre du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale étaient dans des débarquements amphibies. Ces débarquements auraient probablement été des massacres sans la suprématie des forces aériennes et navales américaines.
Dans tous les cas, où frapperaient en premier les envahisseurs étrangers aux États-Unis? Une attaque amphibie contre les États-Unis viendrait très probablement de la côte ouest, car la côte est est plus lourdement défendue, compte tenu des nombreuses installations militaires majeures et chantiers navals répartis sur sa longueur. Bien sûr, la côte ouest a également une forte présence militaire, donc c'est seulement un choix légèrement meilleur. Où qu'ils débarquent, les troupes ennemies chercheraient à capturer rapidement autant de ports en eau profonde qu'ils le pourraient. En général, les plages américaines ne sont pas constamment fortifiées contre les invasions amphibies. Donc si l'effet de surprise est réussi, les forces ennemies pourraient envahir le boulevard Hollywood en un clin d'œil. La capture de ports tels que Los Angeles, Long Beach, Oakland, Tacoma et Seattle serait absolument cruciale pour maintenir une ligne d'approvisionnement solide alors que l'invasion se dirigerait vers l'intérieur. Ce serait la première priorité. Une fois leurs fournitures débarquées, les envahisseurs devraient pouvoir les déplacer. Pour ce faire, ils captureraient probablement autant d'entrepôts, d'armureries, de logistique, de carburant et de centres ferroviaires qu'ils le pourraient. Cela garantirait non seulement des fournitures pour leurs propres armées, mais cela priverait également les forces américaines de ressources. Il est possible pour eux d'apporter leurs propres véhicules de ravitaillement. Mais une invasion amphibie aussi audacieuse que celle-ci devrait se déplacer rapidement et ne pas être surchargée de camions massifs. Au moins pas dans la première vague. Après avoir établi une tête de pont et une base de ravitaillement, les troupes peuvent avancer à l'intérieur des terres pour neutraliser les bastions et encercler les grandes villes. Une fois les points d'appui établis, la grande poussée vers l'intérieur commencerait et serait une bataille acharnée. Progresser vers l'est serait un défi, mais bien plus simple que de déployer une force d'assaut amphibie. Une fois que les chars atteindraient l'autoroute des Grandes Plaines, qui sait jusqu'où ils pourraient aller avant d'être arrêtés. L'objectif ici est la surprise absolue, la confusion et la peur. Si les forces d'invasion peuvent accomplir ces choses et établir une tête de pont avant que les États-Unis ne puissent répondre de manière adéquate, alors ils pourraient être en grande difficulté. Mais soyons clairs, c'est une vision extrêmement optimiste dans laquelle de nombreux facteurs devraient aller dans le sens de l'envahisseur pour espérer un succès. Alors regardons quels facteurs pourraient dissuader le succès d'une force d'invasion. D'abord, la géographie. Les États-Unis ont des douves intégrées autour du pays. Les océans Atlantique et Pacifique servent de barrière naturelle contre d'éventuels envahisseurs. Pendant des siècles, ces océans ont dissuadé les ennemis potentiels de même penser à envahir, simplement à cause des défis logistiques que représente le fait de rassembler autant d'hommes et de matériel et de les faire traverser les océans. Même aujourd'hui, lancer des invasions amphibies est une entreprise massive, même pour les nations avancées et riches. Donc la liste de ceux qui pourraient éventuellement réussir cela est assez petite. Comme mentionné précédemment, le point le plus probable pour une invasion viendrait de la côte ouest, car la côte est est plus fortement défendue et la route du sud à travers le golfe du Mexique aurait des forces d'invasion entourées sur trois côtés par des bases aériennes et navales américaines. Sans parler du fait que cette région du pays a le potentiel de subir des ouragans dévastateurs la moitié de l'année. Pas exactement des conditions idéales pour des milliers d'hommes assis sur des bateaux. Demandez aux Mongols ce qui s'est passé lors de leur tentative d'invasion du Japon. Une fois à l'intérieur, la géographie favorise toujours les défenseurs. Les États-Unis offrent tout, des déserts aux hautes montagnes et marécages de basse altitude. Cette variété de terrain est un cauchemar pour l'attaquant, car cela nécessiterait un ensemble diversifié d'équipements et de compétences pour surmonter chacun d'eux. Cela dit, si les troupes invasives s'implantaient dans les montagnes, leur délogement serait très ardu. Cependant, si les troupes envahissantes dépassaient leur ligne d'approvisionnement au mauvais moment de l'année, elles pourraient en se retrouver mal préparées pour la météo, et Mère Nature n'a pas de pitié. La guerre d'art est extrêmement différente du combat dans le climat alpin des Rocheuses, ou dans la chaleur étouffante et oppressante du Sud. Donc, si les Chinois ou les Russes envisageaient de prendre les États-Unis, ils nécessiteraient des troupes hautement formées, conditionnées et bien approvisionnées pour soutenir une offensive rapide. S'ils ne le font pas, ils risquent de s'enliser dans une guerre prolongée. Les forces de guérilla ont utilisé le terrain à leur avantage depuis la nuit des temps, et ce ne serait pas différent aux États-Unis. Avez-vous déjà roulé sur les routes de Virginie occidentale ou dans les marais de Louisiane? Donc, comme vous pouvez le voir, la géographie joue un rôle massif dans le résultat d'une invasion pour l'attaquant comme pour le défenseur. Il faut maintenant admettre qu'il y a d'autres voies pour entrer aux États-Unis. Et si les attaquants n'attaquent ni l'une ni l'autre côte? Si le Canada ou le Mexique autorisent l'utilisation de leurs frontières avec les États-Unis par des forces d'invasion, cela pourrait entraîner de sérieux problèmes. Cela peut paraître extravagant, mais des événements plus étranges ont eu lieu. Le Mexique ou le Canada, s'ils étaient forcés ou soudoyés à le faire, cela finirait sûrement mal.
Même si une invasion terrestre est plus simple et rapide qu'une amphibie, l'approvisionnement reste un problème. Les ports d'approvisionnement canadiens ou mexicains seraient sûrement les premières cibles de la puissance aérienne américaine et sont bien à portée de frappe. Donc, la question centrale de cette affaire reste la capacité à ravitailler l'invasion et à maintenir ce ravitaillement. Si le choc initial n'élimine pas la supériorité aérienne américaine, les forces d'invasion devraient pouvoir défendre leurs dépôts d'approvisionnement. La frontière États-Unis-Canada possède peu de passages adaptés aux véhicules militaires, rendant une invasion soit dispersée, soit congestionnée. Si vous recherchez l'autoroute de la mort, vous observerez comment les États-Unis gèrent les colonnes de véhicules militaires groupés serrés. La frontière, bien que faiblement sécurisée, est activement surveillée par les forces de l'ordre américaines. La frontière États-Unis-Mexique est fortement réglementée et contrôlée. Des personnes passent toujours illégalement, mais si des milliers de troupes commençaient à se rassembler dans l'un ou l'autre pays, il est raisonnable de supposer que les services de renseignement américains le remarqueraient. La bonne nouvelle est que le Canada et le Mexique sont en bons termes avec les États-Unis, et toutes les parties profitent énormément du commerce. Cela nous amène au prochain facteur qui peut faire ou défaire une invasion, la technologie. Vous rappelez-vous avoir discuté que le secret est la clé de cette affaire? Pour toute invasion des États-Unis, les envahisseurs devraient être capables de rassembler leurs troupes et leurs fournitures et de les déplacer en position en toute discrétion. Heureusement pour les États-Unis, ils ont des programmes satellites avancés cruciaux pour la défense nationale. Ils permettent de repérer et suivre les déplacements de troupes, offrant ainsi aux services de renseignement américains une alerte précoce si des armées étrangères mobilisent des troupes et du matériel militaire. Ils ont un programme de soutien à la défense, appelé Défense Soutien Programme, géré par les États-Unis. Ces satellites de la force spatiale, système d'alerte précoce crucial pour la défense nationale, opèrent à 22 300 miles dans des orbites géosynchrones. Ils peuvent détecter les lancements de missiles, spatiaux et les détonations nucléaires. En plus de la technologie satellitaire, l'armée américaine dispose également de ressources considérables en matière de radars et de drones. Par exemple, la marine américaine a son propre système connu sous le nom de Rotor, ou radar relocalisable, au-delà de l'horizon. Il peut couvrir toute l'Amérique centrale, les Caraïbes et une grande partie de l'Amérique du Sud. Peu importe la direction d'où approche une force ennemie, si le radar est opérationnel, il est surveillé. L'industrie des drones américains a considérablement augmenté ses capacités en utilisant les guerres en Irak et en Afghanistan comme laboratoire de test. La fonction principale a toujours été la collecte de renseignements et la surveillance. Et cette fonction continue de croître chaque année qui passe. Tout cela pour dire que les capacités de renseignement et d'alerte précoce des États-Unis sont incroyablement complexes et couvrent toutes les zones autour des frontières des États-Unis. Pour qu'un envahisseur ait même la plus faible lueur d'espoir de succès, il devrait être rusé. Examinons le prochain facteur, les attaques non orthodoxes. La guerre devient de plus en plus complexe, incontestablement. Autrefois, elle consistait en deux groupes qui se poignardaient avec des lames de métal, et maintenant les pays mènent des guerres par procuration dans des coins reculés du globe pour contrôler le flux de ressources vers les fabricants et les consommateurs, tout en maintenant leur statut sur la scène mondiale. De nouvelles armes sont requises pour mener ces batailles en constante évolution. L'un des plus grands dangers dans les années à venir sera les cyberattaques. Ces attaques peuvent paralyser les systèmes informatiques, gouvernementaux et privés, interrompre l'accès à Internet, les usines d'eau et d'électricité, et même brouiller les systèmes Global Positioning System de véhicules massifs comme les pétroliers. Il y a 1 million de cas d'utilisation, mais selon l'Agence de sécurité de la cybersécurité et de l'infrastructure, l'objectif principal de la cyberguerre est d'affaiblir, de perturber ou de détruire une autre nation. La tromperie dans la guerre n'est pas une nouveauté. En fait, c'est l'un des aspects les plus critiques. Les Alliés auraient été repoussés à la mer en Normandie s'ils n'avaient pas employé une tromperie compliquée contre les Allemands et les avaient convaincus que l'invasion réelle allait se produire dans la ville du Pas-de-Calais, plus haut sur la côte. Cette tromperie a retardé Hitler dans l'engagement de ses réserves de Panzer et a permis aux Alliés le temps nécessaire pour établir une tête de pont et porter le combat aux Allemands. Donc, si une armée envahissante voulait approcher les États-Unis en secret, elle devrait sûrement employer un certain niveau de cyberattaque pour se donner une chance. Une autre attaque non conventionnelle pourrait être une impulsion électromagnétique. Cette impulsion électromagnétique est essentiellement une brève rafale d'énergie électromagnétique. Ces dernières ont été transformées en armes et pourraient être attachées à des missiles ou à d'autres méthodes de livraison similaires. Une fois détonnées, ces impulsions électromagnétiques surchargeraient et arrêteraient les réseaux électriques tout en dégradant ou en détruisant toutes sortes de technologies. Cela pourrait toucher des téléphones portables ou des moteurs de voitures en passant par les générateurs.
Une impulsion électromagnétique est un moyen rapide et facile de prendre l'avantage technologique d'un adversaire et de le ramener au temps avant la révolution industrielle. Alors que l'Amérique était aveugle et sourde au monde extérieur, essayant de comprendre ce qui s'était passé, une armée envahissante pourrait utiliser le chaos comme l'occasion parfaite pour frapper. Mis à part la technologie, une autre méthode plus pratique pour préparer une zone à l'invasion est le bon vieux sabotage militaire à l'ancienne. Ce n'est pas un secret que la puissance aérienne et navale des États-Unis est sans égale. Donc si une force envahissante voulait équilibrer les forces, elle incorporerait des agents qui mèneraient des frappes coordonnées contre les installations aériennes et navales américaines dans les heures précédant le début de l'invasion. Je sais ce que vous pensez maintenant. Ces installations ont une sécurité extrême. Vous avez raison. Mais elles ne sont pas impénétrables. Voici un autre exemple du débarquement de Normandie. La résistance française a été essentielle au succès de l'invasion. Sans les efforts pour saboter les réseaux ferroviaires et de communication allemands, toute l'offensive aurait pu s'effondrer. Un certain niveau de sabotage militaire pourrait être l'un des facteurs décisifs dans l'issue d'une éventuelle invasion. Selon le philosophe chinois Lao Tseu, sous-estimer son adversaire est le plus grand danger. En termes de tactique de champ de bataille, il n'y a rien de plus simple ou éprouvé que diviser pour mieux régner. Dans cette ère moderne de guerre par procuration et de cyberattaque, les armes de guerre changent tout le temps. Avec chaque nouvelle invention, il y a une brève période où les gens l'utilisent pour le bien et l'amélioration générale de la race humaine. Mais inévitablement, elle devient une arme. Par exemple, le premier vol a eu lieu en 1903 et dès 1911, les avions étaient utilisés comme armes. En août 1945, 2 bombes atomiques ont été larguées sur le Japon depuis un bombardier lourd. Du premier vol à l'abandon de bombes capables de décimer des villes, il n'a fallu que 42 ans. Il n'est pas surprenant que l'Internet, malgré tous ses aspects positifs, ait le potentiel de devenir une arme. La diffusion de désinformation ou de propagande pure et simple peut efficacement diviser une population et causer des conflits entre membres de la famille et amis. Une puissance étrangère pourrait militariser l'Internet dans le but de semer une division incroyable au sein des États-Unis. Un pays divisé et faible qui ne sait pas quoi croire serait beaucoup plus facile à conquérir qu'un pays uni et fort. Maintenant, toute cette discussion sur le sabotage et les cyberattaques suppose que la force envahissante veut soumettre les États-Unis et les conquérir pour gouverner. Et si leurs intentions étaient dites plus malveillantes que cela? Et s'ils voulaient simplement tout brûler et gouverner sur les cendres? La guerre biologique est un scénario cauchemardesque pour le monde et espérons qu'elle ne se produise jamais vraiment, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les armes biologiques et à toxines sont soit des micro-organismes comme des virus, des bactéries ou des champignons, soit des substances toxiques produites par des organismes vivants qui sont produites et libérées délibérément pour causer des maladies et la mort chez les humains, les animaux ou les plantes. L'armement de l'anthrax, de la peste ou quelque chose de similaire causerait des quantités incommensurables de morts et de souffrances à toute l'Amérique du Nord. Les maladies ne se soucient pas des frontières. Espérons qu'aucun pays n'est assez maléfique pour infliger ce degré de souffrance à ses semblables. Suivant cette progression mortelle, alors, vous avez des armes nucléaires. Si une puissance étrangère n'a vraiment aucun égard pour les conséquences de ses actions, alors elle pourrait envisager d'utiliser des armes nucléaires comme moyen d'éliminer la résistance des États-Unis. Encore une fois, tout ce qu'elle obtiendrait serait de gouverner une terre dévastée et des os irradiés. Pas vraiment idéal, mais si quelqu'un voulait faire aux États-Unis ce que les Romains ont fait à Carthage, ce serait le moyen le plus efficace avec la technologie d'aujourd'hui. Mais peut-être que le facteur le plus important dans tout cela est l'armée des États-Unis elle-même. L'armée américaine est l'une des plus avancées, des mieux formées et équipées au monde et peut sérieusement faire valoir son poids quand elle le souhaite. En l'état actuel des choses, il y a plus de 750 bases militaires américaines dans le monde. La présence mondiale des États-Unis ne peut être sous-estimée, mais ils ont également entre 450 et 500 bases ou lieux militaires aux États-Unis seulement. La puissance aérienne et navale des États-Unis serait cruciale dans les premières étapes d'une invasion amphibie. Donc, la protection de ces ressources et de les maintenir prêtes à combattre à tout moment est une priorité élevée pour les planificateurs de la défense américaine. Avec environ 1,4 million de membres du service actif, les États-Unis sont actuellement la 3e plus grande armée du monde. Toute invasion des États-Unis devrait faire face à un grand nombre de troupes en service actif dans le pays, ainsi qu'à environ 450 000 membres de la Garde nationale qui peuvent être appelés à tout moment. Un facteur clé serait l'efficacité avec laquelle les États-Unis pourraient ramener des troupes de base du monde entier pour se battre pour défendre leur patrie. En comparaison, la Chine compte plus de 2 millions de soldats en service actif, avec beaucoup plus en réserve. La Russie compte environ 2,2 millions de militaires,
leur nombre fluctuant constamment en raison des combats en cours en Ukraine. L'augmentation des pertes a contraint les Russes à conscrire beaucoup de leurs citoyens qui autrement ne seraient pas dans l'armée. Leur niveau de formation, l'équipement qu'ils portent et leur efficacité sur le champ de bataille varient grandement entre les différentes unités. En termes de bataille terrestre sur les chiffres seuls, cela devrait être un combat assez serré, où les États-Unis ont l'avantage avec leur marine. La marine américaine est largement considérée comme la meilleure et la plus puissante au monde. Son assortiment de navires de guerre, sous-marins et porte-avions impressionnants en fait un adversaire redoutable. La présence globale et la puissance de feu de la marine américaine sont un dissuasif impressionnant pour les ennemis potentiels. C'est vraiment dur pour ceux qui tentent de préparer et mener une invasion amphibie. Comme l'a dit un jour le président Teddy Roosevelt, une bonne marine n'est pas une provocation à la guerre. C'est la garantie la plus sûre de la paix. En plus des unités en service actif et de la garde nationale, les États-Unis ont un avantage que les autres pays n'ont tout simplement pas. Les citoyens des États-Unis sont le pays le mieux armé du monde. On estime qu'il y a actuellement environ 390 millions d'armes à feu aux États-Unis. C'est environ 120 armes pour 100 personnes. Comme je suis sûr que vous le savez, tout le monde a aujourd'hui une opinion sur la possession d'armes, et ils y ont droit. Mais en cas d'invasion à grande échelle par une puissance étrangère, elle pourrait être utile. Il est presque certain que si l'occasion se présentait, des milices de citoyens américains bien armés pourraient se soulever et mener des opérations de guérilla contre les envahisseurs. Bien qu'il ne soit pas vérifié que l'amiral Yamamoto de l'Empire japonais ait déclaré « Nous ne pourrons jamais envahir l'Amérique ». Il y aurait un fusil derrière chaque brin d'herbe. Bien qu'il n'ait peut-être jamais dit cette citation, elle sonne indéniablement vraie. Si nous examinons les exemples récents de combats pour voir comment chaque nation s'en est sortie, nous pouvons avoir une idée approximative de la façon dont cela pourrait se dérouler. Commençons par les États-Unis. Ayant mené des guerres essentiellement continues pendant plus d'un siècle, l'armée américaine est un mastodonte d'expérience pratique du combat. Rien que ces 20 dernières années ont vu les États-Unis mener 2 guerres, et bien que l'on ne puisse pas dire qu'ils ont remporté des victoires nettes dans l'une ou l'autre, l'expérience du champ de bataille acquise là-bas pour tous, des généraux du Pentagone aux fusiliers qui gardent le coin de la rue, servira les États-Unis pour les décennies à venir. La technologie des armes dans ces guerres a été testée et affinée grâce à l'essai et à l'erreur à haut risque qu'est le combat. Ce n'est un secret pour personne que les États-Unis sont le premier fabricant d'armes au monde. Après avoir finalement quitté l'Afghanistan en 2021, ce qui a été un désastre, l'armée américaine traverse une phase similaire à ce qui s'est passé après le Vietnam. Elle se réduit et se réarme. Ce niveau d'expérience contraste fortement avec celui de la Chine. Ils n'ont pas fait la guerre réellement depuis 1979 lors de leur conflit contre le Vietnam lié au Cambodge. La guerre a duré environ 1 mois et n'a vu aucun vainqueur clair. Donc, même si certains des hommes qui ont combattu dans cette guerre sont encore en vie, c'était il y a 45 ans, en 2024, et ils seraient un peu du côté des plus âgés. Cela signifie que tous les hommes enrôlés, les officiers subalternes et une bonne partie des officiers supérieurs n'ont aucune expérience de combat réel. C'est un inconvénient majeur pour toute armée entrant en guerre. Nous ignorons comment l'armée chinoise réagira réellement jusqu'à ce que les balles commencent à voler. L'armée russe a mené plusieurs conflits régionaux depuis la chute de l'Union soviétique, notamment contre la Tchétchénie, le Daghestan et la Géorgie. Ces conflits étaient là de moindre envergure et contre des forces comparativement inférieures. Ce n'est qu'avec l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 que l'armée russe a véritablement été mise à l'épreuve. À moins d'avoir vécu sous un rocher, vous avez sûrement entendu parler de la situation en Ukraine. Pendant les premiers jours de l'invasion, la Russie a d'abord pénétré profondément dans les défenses ukrainiennes, provoquant d'énormes percées avec leur blindage supérieur. Les Ukrainiens ont cependant tenu bon, avec un peu d'aide des armes occidentales, et ont repoussé les Russes jusqu'à une impasse. Les 2 camps se sont retranchés, et les gains territoriaux sont maintenant minimes, mais le nombre de victimes continue d'augmenter. Les Russes bombardent de toujours les villes ukrainiennes. L'Ukraine cible les navires et infrastructures russes avec des drones. C'est le conflit le plus grand et le plus destructeur que l'Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale, et à la date de production de cette vidéo, il ne semble pas qu'il se terminera de sitôt. L'armée russe a eu des succès, mais a aussi affronté plus de difficultés que prévu. L'agitation civile due aux ordres de conscription et à l'impopularité de la guerre rend le front intérieur russe de plus en plus turbulent. Les fantômes de 1917 sont-ils revenus ? Les parallèles sont trop troublants pour être ignorés. Impasse, guerre de tranchées, troubles civils et un gouvernement oppressif prêt à tout pour rester au pouvoir.
La seule chose qui vous manque est un saint homme ivre et mystique nommé Rasputin. Seul le temps dira si les choses suivent le même chemin qu'en 1917, mais une chose est certaine, beaucoup plus de sang sera versé, quel que soit le sens de la chute des jetons. Bien sûr, tout cela est spéculatif, donc personne ne peut dire avec une certitude absolue comment se déroulerait une invasion des États-Unis. C'est la particularité de la guerre. Les vainqueurs agissent souvent de façon audacieuse ou inattendue. En l'état, les États-Unis est l'un des pays les plus sécurisés sur Terre. Ces avantages géographiques, tels que deux immenses océans de chaque côté, les protègent des invasions terrestres traditionnelles et font d'une invasion amphibie l'une des rares options viables disponibles pour les envahisseurs potentiels. Les invasions sont extrêmement difficiles à réaliser. Même avec la technologie dont nous disposons aujourd'hui, une force d'invasion doit toujours rassembler ses troupes en position et sur les plages. Comme nous l'avons appris avec le débarquement de Normandie, la surprise et la tromperie jouent un grand rôle dans le résultat de telles invasions. Cependant, l'Axe n'avait pas de satellites espions ou de drones surveillant chaque mouvement des Alliés. Le rôle que joue la technologie dans la guerre aujourd'hui ne peut être sous-estimé, et il progresse à un rythme sans précédent. Pour qu'un envahisseur ait une chance, il devrait perturber ou désactiver les capacités de renseignement et technologiques des États-Unis avant de frapper les plages. S'ils ne peuvent non pas maintenir les États-Unis dans l'obscurité, ils auront beaucoup de mal à repousser la puissance aérienne et navale américaine. Cela étant dit, ils ont quelques options pour adoucir les zones d'atterrissage et le pays au-delà. Certaines sont plus malveillantes que d'autres. Les cyberattaques et les impulsions électromagnétiques peuvent en provoquer un chaos massif en désactivant la technologie instantanément. Cette manœuvre offrirait assurément aux attaquants un avantage considérable en reconnaissance, communication et système d'armes high-tech. S'ils empruntent une autre voie, comme l'utilisation de la guerre biologique, la subversion sociale ou même des armes nucléaires, les choses peuvent devenir vraiment laides, très rapidement. Rien ne rassemble les gens plus rapidement qu'une crise, cependant, et l'apparition d'un ennemi commun terrifiant pourrait être suffisante pour que les Américains mettent de côté leurs différences et prennent les armes ensemble pour défendre leur famille et leur maison. C'est cette unité qui permettra à l'Amérique de prospérer face au conflit. Et cela révèle peut-être qui est le plus susceptible de pouvoir détruire l'Amérique. L'Amérique elle-même. Cette citation d'Abraham Lincoln a la même importance profonde aujourd'hui qu'à l'époque où elle a été prononcée pour la première fois. Devons-nous nous attendre à ce qu'un géant militaire transatlantique franchisse l'océan et nous écrase d'un seul coup? Jamais. Toutes les armées d'Europe, d'Asie et d'Afrique combinées, avec tous les trésors de la Terre, les nôtres compris, dans leurs coffres militaires, avec un os à part pour un commandant, ne pourraient pas par la force prendre une gorgée de l'Ohio ou faire une trace sur la Blue Ridge lors d'un essai de 1000 ans. Quand doit-on donc anticiper l'arrivée du danger? Je réponds, si jamais il nous atteint, il doit surgir parmi nous. Il ne peut pas venir de l'étranger. Si la destruction est notre sort, nous devons nous-mêmes en être l'auteur et le finisseur. En tant que nation d'hommes libres, nous devons vivre à travers tous les temps ou mourir par suicide. Il devrait être clair pour tous ceux qui regardent que tout type de guerre entre les trois principales armées du monde ou une invasion des États-Unis se terminerait par un désastre et une mort sans certaine pour des millions, voire des milliards de personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez maintenant. Pourquoi l'armée américaine a des bases partout ou cette autre vidéo que vous pourriez aimer. Merci d'avoir regardé.